Bien, après avoir parlé de la frontière, nous aimerions aborder le sujet d'un autre concept vraiment central dans vos travaux, qui est le concept de territorialité. Alors l'intérêt de questionner la territorialité dans un séminaire sur les limites est avant tout d'aborder ce concept par ses limites. Limites spatiales, des groupes sociaux dont on étudie le comportement spatial, pour reprendre l'expression de Robert Sachs, et limites sémiologiques des relations des groupes à l'altérité et à l'extériorité, pour reprendre cette fois votre propre vocabulaire. En effet, la manière dont vous définissez la territorialité implique la notion de limite de manière sous-jacente. Pour une géographie du pouvoir, la territorialité est définie de la manière suivante. T implique l'ensemble des rapports entre H, R et E. Bon, avec des mots, ça donne l'ensemble des relations prenant naissance dans un système tridimensionnel, société, espace-temps, en vue d'atteindre la plus grande autonomie possible compatible avec les ressources du système. Or, cet ensemble de relations entre les humains, les individus, les sujets, des groupes, est caractérisé tout autant par l'intérieur, l'ensemble des pratiques et des connaissances partagées au sein de ces groupes, que par l'extérieur, à savoir les relations à l'altérité et à l'extériorité. Ce serait donc par la limite entre un soi et un autre, entre un ici et un ailleurs, entre un en deçà et un au-delà, quelque chose de familier, quelque chose d'exotique, de dépaysant, que l'on pourrait identifier les territorialités. Donc à travers cette intervention, nous souhaiterions, Mathias et moi-même, revenir sur ce concept central dans votre pensée que vous avez même souhaité faire accéder au rang de paradigme de la géographie sociale. Merci. Donc, avant toute chose, ils sont intéressants. Soyons honnêtes, c'était une question. La territorialité est-elle un paradigme de la géographie sociale? On va y revenir. Et avant toute chose, donc, il semble intéressant de revenir brièvement sur la généalogie du concept de territorialité en géographie. Et ce panorama rapide, pour un constitué Fabien et moi, n'a pas vocation d'exhaustivité, mais nous permettra donc de revenir sur des axes précis de votre œuvre tout au long de votre intervention. La territorialité elle vient à l'origine des sciences naturelles, notamment l'éthologie animale. Et les premiers emprunts scientifiques de la géographie et de la territorialité animale sont essentiellement liés à la dimension comportementale. Et d'ailleurs, Édouard Soja définit la territorialité comme un phénomène associé à l'organisation politique de l'espace en sphère d'influence pour un territoire distinct et délimité, et considéré au moins partiellement comme exclusif par le occupant et concepteur. Et toujours dans cette dimension comportementaliste de la territorialité, Robert Sachs, lui, en 86, entend ce concept comme une stratégie géographique qui permet de contrôler les gens et les objets dans l'espace au moyen d'une limitation de l'accès au territoire. Cependant, c'est véritablement votre conception, cher Festin, votre conception relationnelle de la territorialité, notamment, vous avez explicité dans plusieurs articles, mais là je vais en citer trois, c'est Paysage et territorialité en 1977, Remarques sur les notions d'espace, de territoire et de territorialité en 82, et territorialité, concept ou paradigme de la géographie sociale avec un point d'interrogation. Je veux bien le préciser. Donc c'est vraiment cette conception relationnelle de la territorialité qui fait le plus rapidement appropriée et surtout mobilisée par notre auteur. Et cette territorialité relationnelle, influencée par une certaine vision foucaultienne, on en a déjà parlé, et lefévrienne, est tissée d'éléments perceptibles et non perceptibles au sein d'un système complexe de relations avec l'altérité et l'extériorité. Et d'ailleurs, vous disiez en 1983, je vous cite, à mon grand étonnement, j'ai dû constater, et par conséquent admettre, que beaucoup de géographes francophones voulaient ignorer ou purement, refusaient purement le terme de territorialité. Cependant, il est intéressant de constater aujourd'hui que des caractéristiques théoriques fédératrices de la territorialité ont permis une acculturation très rapide de ce concept en ouvrant un large champ de recherche pour les géographes. Et ainsi, je pense à Guignot, Roland Courtier, l'école grenobloise, je pourrais parler de Bernard Pecker, Romain Lajage, Maxime Fournier, pour ne citer qu'eux, ont tous mobilisé votre propre conceptualisation de la territorialité à un moment ou à un autre de leur parcours réflexif. D'ailleurs, il y a Bernard Debardieu, qui s'est même permis de réaffirmer le statut de territorialité dans les sciences géographiques, en lui rendant hommage en quelque sorte, à travers un article paru en 2009 dans la publication des actes du premier colloque Territoire, Territorialité, Territorialisation,
qui a eu lieu à Grenoble en juin 2007, il me semble. Et sous couvert du mot, ce texte imagine un dialogue entre partisans donc, de ces trois notions, territoire, territorialité, territorialisation, avec un faire-valoir qui permet d'avancer donc à Bernard, plusieurs contre-arguments. Et de fait, on peut se demander à juste titre comment une construction conceptuelle donc, de la territorialité arrive aujourd'hui encore à fédérer autant de géographes et quelle définition et surtout quelle valeur donner aujourd'hui à votre conceptualisation de la territorialité telle que vous l'avez entendue. Et est-ce surtout la même que dans vos travaux antérieurs. Et nous, en tant que doctorants, doit-on se risquer à sa déconstruction? Je vais laisser la parole. Bien sûr. Ah, pas bien. On en parlera après. Après être revenu sur la trajectoire de ce concept, il s'agit maintenant de le mettre face à d'autres concepts proches, utilisés en géographie, pour savoir en quelque sorte où est la limite. En 1983, dans un article intitulé « La territorialité mal aimée et ou mal comprise, ou les avatars d'une notion mal aimée et ou mal comprise », vous avez écrit, je vous cite, « J'appartiens à cette catégorie de gens qui ne croient pas aux querelles de mots. Je crois que toute querelle sémantique révèle des prises de conscience différentes qu'il est toujours indispensable d'expliciter. Il s'agit donc ici de mettre en perspective la territorialité avec des concepts cousins utilisés en géographie sociale. La géographicité, développée par Éric Dardel dans les années 50, l'espace vécu, développé par Armand Frémont dans les années 70, la spatialité de Michel Busseau, tous faisant référence aux pratiques et aux connaissances des hommes dans un espace, a fortiori, plus ou moins clairement délimité. On pourrait ajouter à cette liste la médiance, développée par Augustin Berg, qui évoque également la relation des hommes à leur environnement. La question est donc de savoir ce que tous ces concepts de la géographie sociale ont de particulier et éventuellement de complémentaires, et ainsi de savoir lesquels sont les plus appropriés pour tel type d'études. Est-ce une question d'échelle? Est-ce une question de méthode, d'objet, de limite? Et on peut se demander effectivement si la notion de limite ne permet pas de faire ménage entre ces termes, entre des rapports des êtres à des espaces finis, limités, territorialisés d'une part, ou des espaces de vie sans limite où on s'intéresse davantage aux interactions entre les choses et les gens d'autre part. Alors, a-t-on affaire à une sorte de nuancier conceptuel ou à une querelle de mots? Donc après ce premier moment consacré à la définition donc, du terme de territorialité et donc à ses limites sémantiques, on l'a bien vu, il s'agit donc désormais de prendre ce concept, cette idée, et de le remettre à l'ouvrage, en quelque sorte, et le rendre tel que vous avez voulu en faire, c'est-à-dire une clé de déchiffrement du monde. Donc la première question que nous nous poserons dans cette seconde partie est en quoi le monde a-t-il changé pour qu'une nouvelle clé de déchiffrement ait été nécessaire? Et pour là, attendons-nous très rapidement sur la territorialité en tant que concept opératoire. Les territoires institutionnels pratiqués par les acteurs sont strictement délimités et correspondent donc à l'ère d'application d'un pouvoir administratif, comme on a parlé tout à l'heure. Et à ce millefeuille institutionnel se superpose un ensemble de pratiques spatiales et de relations socio-spatiales s'articulant à ces limites. Et à travers donc, les réflexions relatives à la conceptualisation de la territorialité, entendu ici comme l'ensemble des rapports existentiels et sociaux que les individus en groupe entretiennent avec l'espace qu'ils produisent et reproduisent quotidiennement à travers les figures, les images, les catégories et les objets géographiques qu'ils mobilisent dans un projet de la société plus ou moins intentionnel et explicité, la territorialité tend ainsi à fabriquer de nouveaux territoires produits qui révèlent de différentes morphologies. Donc on n'est plus du tout dans une reproduction d'aires ou de zones, mais bel et bien dans un processus d'innovation et d'hybridation, on en a déjà parlé très longuement, et qui peuvent montrer qu'on fabriquer des territoires loin des cadres hérédés. Et contrairement aux territoires institutionnels, il nous est vraiment difficile d'appréhender donc les différentes formes de territorialité du fait donc de leur multiplicité surtout et de leur structure labile et poreuse. De plus, donc, cette vraie inconnue heuristique se heurte à nos limites cognitives de notre appréhension de la réalité, tant il semble très complexe de découper la réalité en objets. Et nous le constatons, la conceptualisation donc, théorique de la territorialité est encore aujourd'hui fortement soumise au débat scientifique. On en fait encore la preuve aujourd'hui lors de ce séminaire. Et pourtant, depuis quelques années, nous assistons à une appropriation du concept de territorialité à un large public, notamment donc, à la sphère professionnelle, et ça c'est très étonnant, notamment dans les travaux récents du CERTU, qui est le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, donc une instance d'État, et par un glissement sémantique. Donc, la territorialité commence à être mobilisée par les acteurs comme un concept un peu soluble,
empruntant certaines caractéristiques théoriques de notre conceptualisation, notamment la dimension relationnelle, bien souvent en opposition aux territoires qui sont trop limitants. Donc, le concept, voire le paradigme, on parlera de territorialité, a-t-il véritablement cette vocation? Et comment peut-on expliquer ce transfert, malgré votre volonté dans vos travaux d'assumer la dimension essentiellement conceptuelle de la territorialité? Vous l'avez rappelé dans votre carte blanche et Pierre-Olivier l'avait rappelé en introduction. Comme nous l'avons évoqué en première partie, vous n'avez pas été le seul à parler de territorialité, ni à proposer un concept évoquant un rapport entre des hommes à leur espace. En revanche, vous avez a priori été le seul, ou l'un des rares, à proposer la possibilité d'en faire un paradigme. Un véritable paradigme de la géographie sociale. Manifestement, pour contrebalancer les méthodes de la géographie quantitative. C'était dans un article paru en 1986 dans la revue Geographica Helvetica qui s'intitule Territorialité de point concept paradigme de la géographie sociale, point d'interrogation. Vous y affirmez en effet, je vous cite à nouveau, la territorialité n'est pas un simple concept, mais un paradigme qui exprime une relation complexe entre un groupe humain et son environnement. En proposant donc d'en faire un paradigme, vous avez proposé d'en faire une clé de déchiffrement du monde. Et il s'agit donc ici de revenir sur les modalités de ce déchiffrement. Pour vous, l'ordre d'approche classique de la géographie doit être inversé. On ne doit pas s'intéresser à l'espace d'abord, mais s'y attarder après. Après avoir étudié la sémiosphère, c'est-à-dire l'ensemble des codes, des instruments de médiatisation, des signes qui consistent en tant que médiateurs qui régissent les relations. Tous ces éléments sont palpables dans le rapport à l'extériorité, c'est-à-dire à l'environnement, et à l'altérité, c'est-à-dire à autrui, à travers ce que vous nommez des traces et des indices. L'étude de ces éléments matériels et immatériels amène dans un second temps, et un second temps seulement, à l'espace. Un espace sémiotique dont les limites sont à tracer et à comparer à ce que vous appelez des invariants territoriaux, à savoir les mailles, les réseaux et les nœuds. Et on pourrait rajouter les frontières qui bordent ces mailles. D'où plusieurs questions, des questions d'ordre méthodologique, pour savoir comment appliquer cet éventuel paradigme. À propos de la sémiosphère, comment est-ce qu'on étudie ces médiateurs? Est-ce qu'on les étudie par les discours, par les pratiques, par les actions? Comment est-il possible d'identifier, d'étudier, de caractériser, d'analyser ce rapport à l'altérité et à l'extériorité si important pour caractériser les territorialités? Et à propos de l'espace sémiotique, s'agit-il d'une simple projection de la territorialité dans l'espace? Est-ce qu'il est possible d'agréger les pratiques qui vont ensuite délimiter un espace? Est-ce que c'est la limite à l'extériorité qui doit être trouvée et localisée dans l'espace? Voilà autant de questions que nous nous posons quant à l'applicabilité de ce paradigme. Ce concept est vraiment l'évolution du monde et des modes de relations. D'ailleurs, dans votre article traduit en anglais en 2012 et intitulé donc Space Territoriality, vous évoquez les effets de la mondialisation, des effets d'échelle au sens spatial et temporel, qui affectent donc les territoires. C'est donc à nous, doctorants, de nous lancer à l'assaut de ces nouvelles territorialités pour en déterminer les caractéristiques et leur influence sur le processus de territorialisation. Donc votre grille de lecture relative à la territorialité apporte un champ de recherche très large dans de nombreux travaux. Moi, personnellement, mon travail de recherche doctorale portant sur la dimension appropriationniste des technologies de l'information et de la communication, pour employer le vocabulaire d'Emmanuel Avenot, celui-ci, dans son travail doctoral, a très vite trouvé un écho dans votre littérature relative à la territorialité, notamment à travers un article qui date de 1982 et qui présente donc l'une des caractéristiques théoriques du concept au prisme de la société. Et là, je vous cite, une société de par ses relations avec le territoire dans lequel elle évolue et celle qu'elle s'entretienne avec l'extériorité va donc chercher à assurer au mieux sa pérennité. Pour ce faire, elle utilise donc des médiateurs ou médias comme le langage, les moyens de transport, les outils techniques, etc. Les limites de sa territorialité sont les limites de ses médiateurs. Fin de la citation. Et face à cette grille de lecture, deux territorialités numériques, là je me viens des guillemets, peuvent être considérées, donc celle de l'action publique dans la manière dont les technologies modifient la pensée de l'action, de l'organisation spatiale, des alliances entre territoires, du développement et de la gouvernance, et
Deuxième territorialité, c'est celle des habitants dans la mesure où elle conditionne de nouvelles manières d'habiter et de pratiquer le territoire. Donc l'appropriation des TIC par le territoire obéit à de nombreuses logiques extérieures et peut donc revêtir de nombreuses formes, autant liées aux singularités propres du territoire qu'au comportement spécifique des habitants et des acteurs territoriaux. Et les TIC donc, peuvent être considérés comme catalyseurs d'une nouvelle forme de territorialité. Et je tente ainsi de mobiliser le concept de territorialité comme un moyen de mettre en relation plusieurs problématiques éloignées, proprement au sujet, problématiques d'appropriation, de territorialisation de l'action publique, etc. Donc, afin de rendre logique donc, ces liens, donc, de rendre cohérents et intelligents les liens qui les unissent. Alors, tout comme Mathias, le concept de territorialité s'est assez rapidement imposé dans le cadre de mes recherches sur la mobilité des artistes, dans le sens où il permet de rendre compte les comportements spatiaux, autant sur le plan des pratiques spatiales que des interactions, que des imaginaires qui sont très puissants chez les artistes. Mon interrogation s'est ensuite portée sur la notion de ressources du système, inhérente dans votre définition de la territorialité, à savoir les relations que les groupes entretiennent avec l'extériorité et l'altérité, avec le médiateur, dans la perspective d'atteindre la plus grande autonomie possible, compatible avec les ressources du système. Je me suis posé beaucoup de questions concernant cette partie de la définition. Que se passe-t-il lorsque cette compatibilité n'existe pas? Je serais tenté de dire qu'il y a mobilité. Il y a à un moment donné dépassement, franchissement d'une limite vers un ailleurs où cette ressource est disponible et à partir d'où la plus grande autonomie devient ou redevient possible. L'analogie ou l'application avec les artistes, dont l'activité est toujours à un moment donné ancrée dans les limites d'un territoire, qu'il soit local, départemental, régional ou national, semble ainsi pertinente. Comme l'a montré Howard Baker, l'artiste s'inscrit dans un tissu de relations avec des fournisseurs, avec des coopérateurs, avec des financeurs, publics ou privés, avec des pairs, enfin avec le public. Et lorsque les ressources viennent à manquer, ou que la plus grande autonomie n'est plus possible, les artistes sont dans le désir ou dans la nécessité d'étendre leur territorialité, de leur faire franchir des limites, de les faire passer à une autre échelle. Ainsi, aujourd'hui, même pour des artistes professionnels français relativement modestes, il est nécessaire d'être mobile à l'international. Autrement dit, d'avoir un comportement spatial qui dépasse les frontières, qui noue des relations avec une nouvelle altérité, une nouvelle extériorité. Il peut s'agir de l'accès à d'autres ressources matérielles, comme des locaux de résidence, des ateliers, des salles de spectacle ou d'exposition, d'autres sources d'inspiration, issues de la culture locale, issues des paysages, de la rencontre avec d'autres pratiques artistiques, ou enfin un autre public, une autre audience. C'est donc dans ce nouveau rapport à l'altérité et à l'extériorité qui nourrit l'activité artistique par le développement de territorialité en mouvement issu du franchissement. J'entends ainsi tester l'application du concept, voire du paradigme, des territorialités à un groupe social en mouvement et dans la pratique de franchissement des frontières dans un contexte de mondialisation et de la multiplication de politiques culturelles de coopération. Bon, sur ça, à cette modeste intervention, nous souhaitons vous poser des questions donc, pour situer la place de ce concept au sein de la géographie et des sciences sociales aujourd'hui, et pour vous soumettre encore une fois avec modestie, de manière pour nous de s'approprier ce concept dans nos recherches. Et il est donc important pour nous de réinterroger donc votre territorialité à travers l'ensemble de ces limites, qu'elles soient conceptuelles, sémantiques, méthodologiques ou encore opérationnelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Quelqu'un a une question plutôt bien avec du 10. observer, c'est ce groupe social, vous appelez ça en mouvement. Parce que moi j'ai la facilité, c'est pas senti sur les réseaux de communication. Je pense que dans
été de les circonscrire. On reste uniquement aux artistes rhônavins, sinon ça aurait été sans fin. Et je n'ai pas des artistes qui sont conventionnés, ce qui est une pratique très répandue dans l'artistique, le conventionnement. Et ça me permet d'avoir une entrée qui me donne une base de données. Et en particulier, la région Rhône-Alpes finance, dans le cadre de sa politique culturelle, finance des artistes, tout type d'artistes, dans des projets menés à l'international, dans un dispositif qui s'appelle le FIAC, et qui existe depuis 2006, et qui constitue donc depuis 2006 une base de données. Pour élargir, on peut utiliser quelque chose qui marche bien avec les artistes, pour dire ainsi que le campagne, c'est différent. Après, je ne vise pas l'exhaustivité du panel, donc c'est une démarche qualitative. Ça répond à la question. Très bien. Merci. On va peut-être donner la parole à M. Radotin pour réagir à la communication de Fabien Mathias. Merci de cette analyse. Bon, quelles sont les questions les plus essentielles pour vous? La nouvelle génération de territorialité Oui. Il y avait peu de questions dans cette partie. Bon, problème de la compatibilité, dont vous parlez à la fin. Alors, peut-être qu'il faudrait quand même expliquer pourquoi moi j'ai utilisé le terme de territorialité. J'ai commencé à l'utiliser dans les années 70, fin des années 70, sans avoir publié grand-chose là-dessus à ce moment-là, parce que je travaillais dans le centre d'écologie humaine à Genève. Et on cherchait au fond pour exprimer l'écologie humaine, qui est une auto-écologie par rapport à l'écologie générale. On cherchait un certain nombre de concepts pour réunir à la fois les problèmes territoriaux et les problèmes de culture qui se posaient. D'où l'usage de l'emprunt, si vous voulez, aux sciences biologiques et aux sciences du comportement animal. J'ai d'ailleurs dit, la première fois que j'ai utilisé, que ça avait été surtout développé par des ornithologues comme Howard dans leurs travaux. Et j'ai cherché comment on pourrait l'appliquer aux hommes, effectivement. Alors, la définition qui s'est enrichie, si vous voulez, avec le temps, la définition à laquelle vous êtes arrêté là, à savoir la forme de relation que les hommes entretiennent avec l'extériorité d'une part et l'altérité, pour satisfaire naturellement leurs besoins. Alors, dans la perspective, les deux questions qui vous intéressent particulièrement, parce que vous dites que vous ne l'avez pas bien compris, dans la perspective d'obtenir la plus grande autonomie possible, compte tenu des ressources disponibles dans le système, ça veut dire que, en termes, si vous voulez, tout à fait simples, pour un individu, ils entretiennent des relations avec son environnement physique et humain et qui puisse satisfaire ses besoins tout en conservant son autonomie, c'est-à-dire sa capacité d'agir librement. Sa capacité d'agir librement, mais faut-il encore que les ressources permettent d'agir librement? Parce que si les ressources sont insuffisantes, eh bien, il est bloqué. Donc à ce moment-là, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Si les ressources sont bloquées et que ce n'est pas suffisant pour alimenter son autonomie et satisfaire ses besoins, ben, il doit partir, il doit émigrer ou il doit mourir. On est d'accord.
Donc c'est le sens, si vous voulez, la compatibilité avec le système, c'est ce sens-là qu'il faut donner. Quand dites que vous avez utilisé le terme territorialité, alors très bien, mais je veux dire, il faut toujours reconstruire le concept qu'on utilise. C'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas éviter d'adapter le concept à vos propres recherches, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez utiliser tous les concepts que vous voulez, mais il faut les adapter aux recherches. Donc, c'est une reconstruction, et moi je suis un constructiviste, je ne suis pas autre chose qu'un constructiviste. Je ne crois pas au concept géographique tout fabriqué, parce que je suis un interniste et pas un externaliste. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne plaque pas sur un phénomène quelconque, je ne plaque pas un concept. Hein. Je construis mon concept avant de plaquer sur une partie de la réalité qui m'intéresse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la géographie, pour moi, ça n'est pas ce que je lis souvent, ou j'ai lu souvent, parce que je lis moins, ce que j'ai entendu, à savoir la science de l'espace, ou la science des paysages, qu'est-ce que c'est, au fond, la géographie pour moi? C'est l'explicitation de la connaissance, de la pratique et de la connaissance que les hommes ont de la réalité matérielle. Ça veut dire que, effectivement, la géographie, c'est une connaissance relationnelle. C'est une connaissance relationnelle, c'est pas la connaissance de l'Ardèche, c'est la connaissance que les hommes ont en relation avec l'Ardèche. Hein? Alors, si je parle de la géographie physique, c'est un autre problème, hein, on est d'accord. Mais quand il s'agit de géographie humaine, c'est l'explicitation de la connaissance et de la pratique que les hommes ont d'une réalité matérielle. J'en ai rien à foutre de savoir ce qu'est l'Ardèche si je fais de la géographie humaine. Si ça ne se présente pas comme ça. Qu'est-ce que je vais alors je vais faire? Oui, c'est très bien ce qui se passe. La fameuse géographie régionale de Vidal de la Menache et compagnie. Vous allez me dire que je m'attaque aux gloires passées. Non, je ne m'attaque pas aux gloires passées. Mais simplement, qu'est-ce que je peux dire sur l'Ardèche? Hein? J'arrive, je suis géographe, puis on dit qu'il faut faire une thèse sur l'Ardèche. Mon prof me dit qu'il faut faire une thèse sur l'Ardèche. Comme étudiant, j'aurais peut-être eu des doutes, mais enfin j'avais un petit peu moins réfléchi à l'époque. J'aurais commencé à prendre la carte, à me balader dans l'Ardèche, etc., etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la géographie. La géographie, c'est effectivement d'expliciter cette connaissance dont j'ai parlé il y a un instant. Donc la territorialité, si vous voulez, pour moi, elle s'inscrit là-dedans. Hein? Elle s'inscrit là-dedans parce que c'est, au fond, s'occuper des relations que les hommes entretiennent, etc., comme je l'ai donné dans l'illustration. Je crois qu'il faut cesser de parler de la géographie comme science de l'espace. C'est une science de l'espace, mais à travers les hommes. À travers les hommes. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce que si vous prenez une collectivité, le rapport à cet espace est complètement modifié selon la collectivité que vous prenez. Hein, il faut introduire les éléments culturels là-dedans, il faut vous reporter aux origines de la culture, ce que dit par exemple René Girard et beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'a fait un très grand géographe au début du XIXe siècle, Alexander von Humboldt? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que je suis en train de dire. C'est le premier qui a fait une étude de géographie humaine quantitative. Personne ne le dit. Est-ce qu'on me l'a dit quelque part? Non, mais dites-moi, je suis tout prêt à faire un honorable.
Humboldt est allé à Cuba pour étudier le problème de l'esclavage dans les moulins à sucre. Et il a montré le rapport qu'il y avait entre les hommes et cette population à l'intérieur d'un espace qui s'appelait l'espace sucrier, effectivement. Et il en a conclu, extraordinaire, il en a conclu que tout ça n'était pas sérieux et que ça ne rapportait pas d'argent. Il essaie la première étude quantitative qu'on a faite. Et pourquoi est-ce qu'on ne la signe jamais? Parce qu'elle s'inscrit effectivement dans ce problème d'une territorialité non exprimée encore une fois. Et elle s'inscrit dans ce rapport d'une explicitation des connaissances et des pratiques que les hommes avaient d'une réalité matérielle, à la fois, malheureusement, les esclaves et aussi l'espace. Alors, si vous voulez, c'est pour moi ce que j'ai essayé de faire avec la territorialité, ça a été ça. Ça a été donc oui, c'est pas très original, ça a été de suivre. Ça n'a pas été mon maître, parce que je ne l'ai pas connu, mais ça a été mon maître quand même quant à la réflexion, ce qu'a fait Humboldt. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, je dis parce que tous les jours on parle de Humboldt, le cosmos m'a foutu, et je note les bêtises qu'il me suggère dans ce livre. C'est effectivement, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui, mais c'est une lecture extrêmement importante parce que il avait vraiment mis la main sur ce que devait être la géographie. À l'époque, elle était capable de faire une analyse quantitative de l'esclavage pour dire non, messieurs, l'esclavage ne sert à rien alors qu'il venait de l'aristocratie. Il ne faut pas l'oublier, c'est un aristocrate. Libéral, bien sûr, c'est un aristocrate. Il en a entendu de vertes et de pas mûres sur ce qu'il a fait dans ce cas-là. Je vous rappelle qu'il n'a jamais été désigné comme prof à l'université. 5 beaux chiffres de prof. Donc il ne faut pas se tromper. Eh bien, c'est des gens comme ça. Et Robu a fait exactement la même chose, d'une manière un peu différente, parce qu'il n'a pas eu toutes les possibilités qu'a eu Humboldt pour agir. Robu a fait la même chose, et si vous voulez, si vous regardez le premier volume de la géographie universelle, 1876, si ma mémoire est encore, non, elle est plus très bonne, enfin je crois que c'est 1876. Dans le volume Europe, le premier volume, il y a une phrase dans l'introduction où il dit il faut se rendre compte que ce qui compte, c'est justement cette pratique et cette connaissance qu'acquièrent les hommes dans un espace nouveau. Alors, il y a ceux qui font du fleuve qui est à côté un lieu infranchissable, il y a ceux qui font au contraire de ce fleuve une artère pour voyager, etc., etc. C'est un texte pas très long, une demi-page de son grand volume, remarquable, et c'est une leçon de géographie tout à fait étonnante. Et c'est là, c'est quoi? C'est la territorialité au sens immédiat du terme, sans le terme, n'est-ce pas? Mais c'est ça. C'est la territorialité, si vous voulez, l'illustration pour moi de la définition que j'ai donnée de la géographie, fondamentalement. Alors, que je n'ai pas bien réussi à faire comprendre, sans doute, et tout ce que vous avez dit me semble juste, les critiques que vous avez faites me semblent justes, mais c'est à vous de reconstruire ça par rapport à ce que vous avez besoin. C'est ça qui est fondamental. C'est ce qu'on a tenté de faire dans la dernière partie avec nos sujets respectifs. Vous avez déjà fini Fini. votre thèse? On commence à faire. Ah, alors vous avez pu la dire non.
Bon, si vous avez d'autres questions, là, je me suis laissé entraîner, je m'excuse. Ça a été un dévoile. Mais non, mais si vous avez vraiment des questions, posez-les, parce que n'hésitez pas. C'est pas vraiment une question, mais juste revenir sur un très court paragraphe, je ne pas là comme ça, mais concrètement, on va s'atteler à étudier des signes, des traces, Ouais. des discours, et à étudier tous ces médiateurs. À partir de ces médiateurs, dans un second temps, on confronte aux invariants territoriaux, ce que vous appelez les invariants territoriaux. Je voulais vous relancer là-dessus pour avoir votre... Oui, alors, ce matin, j'ai parlé de la frontière du côté invariant et du côté variable. La frontière, il y a un invariant qui est justement cette projection d'une lutte à l'exécution, et puis la projection sur des morphologies qui sont variables. On peut le prendre à n'importe quoi, une borne, un fossé, un fleuve, etc. Mais c'est bien évident que dans la territorialité interviennent ce que j'appelle les médiateurs. Et les médiateurs, je vais vous donner quelques exemples de médiateurs pour vous faire bien comprendre ce que je veux dire. D'abord, ces médiateurs, ils ne sont pas extrêmement faciles à repérer, mais on peut les repérer par rapport à l'attitude que les gens ont vis-à-vis de l'espace réel, vis-à-vis de ce qu'ils ont dans l'espace. Je vous prends quelques exemples. Vous savez, vous venez de l'Institut, vous savez très bien que la montagne, jusqu'au XVIIIe siècle, fait peur. La montagne fait peur, les gens ne veulent pas aller en montagne, c'est l'épouvante parce que c'est pas dangereux, etc. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Il se passe qu'il y a des auteurs tels que un auteur suisse, Albrecht von Haller, écrit un poème qui s'appelle Galles, les Alpes. Ce poème, c'est ça qui est très intéressant, il parle des Alpes d'une manière extrêmement laudative. Il parle des Alpes bernoises, parce qu'il était bernois, c'est un grand naturaliste bernois. Et parlant des Alpes, il dit, mais les gens qui habitent la montagne sont beaux, sont sains, sont sympathiques, sont gentils, etc. etc. Tout ça, évidemment, c'est en partie vrai dans les Alpes bernoises, en partie seulement, mais à part ça, c'est d'affreux brigands, les montagnards. C'est d'affreux brigands, ils sont sales, ils sont malades, ils ont du moitre, etc., etc. Et lui renverse la situation, et à partir de ce moment, on va lire son livre. Et on sait pourquoi. Les gens qui me disent il faut aller dans la montagne, puisque effectivement c'est tellement par là. Hein? Et peu à peu, au cours du XVIIIe siècle, son livre date de encore un problème de mémoire, fin des années 1730. Peu à peu, au cours du XVIIIe, les gens changent d'opinion, puis il y a Rousseau qui arrive, change d'opinion vis-à-vis de la montagne. Change d'opinion, et il y a un texte très intéressant, fin du XVIIIe, c'est un voyage de Hegel, le philosophe, dans le Nord bernois, et Hegel, dans son texte, dit « Ces montagnards sont pas si mauvais que ce qu'on raconte, la montagne est belle, c'est agréable, etc. etc. » Et c'est déjà un premier témoignage, si vous voulez, que l'état d'esprit a changé. On a le même problème. Et là, quel médiateur? Tout simplement, les médiateurs qu'on a choisis, c'est les médiateurs de Albrecht von Haller. On a utilisé ces médiateurs, parce que les médiateurs, ils ne s'apprennent pas tout seuls,
mais ils sont généralement proposés par quelqu'un, ou proposés par un groupe, une collectivité, etc. Et moi, je vais vous raconter alors un fait personnel que j'ai spécialement vécu, parce que ça s'inscrit absolument là-dedans. Moi, je suis né à Paris, et je suis venu à Genève quand j'avais 14 ans. Et les amis de mes parents se sont ingéniés à m'entraîner dans la montagne, parce que c'était les braves suisses, il fallait absolument que je connaisse la montagne. Ce petit Parisien qui arrivait là, qui ne connaissait rien, il fallait l'emmener. Alors tous les week-ends, je me tapais la montagne. Vous dire que j'étais content, certainement pas. Parce que moi, je n'avais pas les médiateurs. Mais c'est ce qui m'a donné le goût d'étudier ce problème des médiateurs, parce que j'ai vécu cette histoire assez mal. Parce que je me suis rendu compte, mais pas immédiatement, j'avais aucune culture, je me suis rendu compte 15 ans après que les médiateurs des amis de mes parents, c'était les médiateurs de Albrecht von Dürer, qui n'avaient pratiquement pas changé. On me mettait devant un panorama de montagne et on me disait « Regarde comme c'est magnifique, regarde comme c'est sublime ». J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais été transplanté de Paris à Genève et puis dans ces montagnes. Et c'est le cas qui me disait bon, l'histoire de médiateur, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé de la sémiosphère. La sémiosphère, ça a été une trouvaille tout à fait remarquable d'un sémanticien russe qui s'appelle Lotman. Au fond, on peut représenter, si vous voulez, la sémiosphère comme d'abord par un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, vous avez l'ensemble de connaissances acquises, données, de vos connaissances apprises, etc., etc. Et si vous faites pénétrer des flèches depuis l'extérieur sur la circonférence du cercle, ça c'est les impressions extérieures. Alors, il y a celles qui vont pénétrer dedans, qui vont avoir un effet. Il y a celles qui ne vont pas pénétrer dedans. Et alors finalement, parce que les médiateurs sont à l'intérieur des disques. Je pourrais vous faire la même narration à propos de la mer. La mer, qui n'a été appréciée que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour la même raison. La mer n'était pas appréciée jusqu'alors. Bon, et puis d'autres choses encore. D'Ardenne, on parle par exemple aussi. Je signale que c'est juste que Dardenne a parlé de la géographicité, mais ce n'est pas le premier qui en parle. Voilà, alors les médiateurs, il faut les repérer, par exemple, au paysage, c'est évidemment extrêmement important. Et vous pouvez, pourquoi est-ce que, vous savez, ceux qui aiment les paysages de collines, ceux qui aiment les paysages de désert, ceux qui aiment les paysages de montagne, etc., ça dépend de tout ça. Et celui qui avait assez bien compris ce phénomène des médiateurs, et il faut retourner à lui quand on veut commencer à travailler les médiateurs, c'est Kant. Kant dans son anthropologie. Pas seulement dans son anthropologie, mais particulièrement dans son anthropologie. Il dit qu'il n'y a pas d'esprit innocent, il n'y a pas d'esprit qui ne soit pas déjà préparé à quelque chose. N'est-ce pas? Parce que si on était préparé, on est en tous, si on était préparé, si on avait un esprit tout à fait vierge en regardant les choses, il se passe rien. C'est comme si vous êtes devant un ordinateur, vous n'allez pas vous en servir, vous n'avez pas de mémoire, vous pouvez toujours taper sur le clavier, il n'en sortira rien. Ben, l'esprit humain, c'est comme ça, et Kant avait déjà très bien vu la chose. Étant entendu qu'il n'y a pas de perception collective, il y a des perceptions individuelles, il y a des influences individuelles. Ben, voilà, si vous voulez, un peu en vrac, les raisons qui m'ont amené à m'occuper de la territorialité et puis à essayer de construire quelque chose de ça. Alors peut-être que ce n'est pas satisfaisant pour vous ce que je viens de vous raconter, mais
Dans une nature